Vers 14 ans, c'est l'heure des premières soirées. Et puis petit à petit, l'alcool prend de plus en plus de place. Je commence le vendredi soir, après les cours, je commence à boire tout seul, je commence à m'isoler dans des parcs avec mes bouteilles, à garder des bouteilles cachées dans des tiroirs. Mais je suis encore dans le déni où j'ai l'impression que je suis juste jeune. J'ai grandi à Londres, de mes 0 à 11 ans, et je me sentais vachement heureux. On a quitté Londres parce que papa il a quitté son job et ils ont décidé ensemble de revenir à Paris. Je me suis vraiment senti étouffé dès le début. Pas à ma place. J'ai une relation assez difficile avec mon père. Il était très exigeant avec ses enfants, donc même à la maison, j'avais peur de mon père. Et moi, j'ai essayé de faire comme je pouvais, en mettant des masques, en faisant genre tout allait bien. Mais à l'intérieur de moi, il y avait toutes ces petites choses, et puis des premiers signes d'alerte, comme les premières crises d'angoisse, les premières insomnies. Sauf que je n'exprimais pas tout ça avec des mots, je les avais pas. Et vers 14 ans, c'est l'heure des premières soirées. Et mon profil anxieux refait surface. Qui est-ce qu'il y aura? Est-ce qu'il va falloir danser? Est-ce qu'il va falloir approcher les filles? Je suis terrifié. Et là, un de mes potes, il me dit, on va boire dans la rue avant d'aller à la soirée. Donc pour me sentir intégré, ce qui est assez propre finalement aussi pour toutes les personnes en construction, ados, jeunes adultes, j'ai dit oui. Pour me sentir inclus, pour me sentir aimé. On a bu du rosé, une flasque de vodka, je crois. Et instantanément, l'angoisse a disparu. Après ces premières gorgées, j'ai passé une très bonne soirée. Dans l'alcool, dès cette première fois, j'ai ressenti cette intensité, ce que je croyais être le bonheur. Ça me permettait de fuir la pression scolaire, fuir la pression familiale. Et ça m'a permis de rendre ma semaine un peu plus vivante. Et puis petit à petit, l'alcool prend de plus en plus de place. Je commence le vendredi soir, après les cours, à vouloir trouver des contextes alcoolisés. Le mercredi après les cours, petit à petit. Et puis le week-end, c'est de plus en plus tôt et je finis de plus en plus tard. Et puis il y a de plus en plus de demandes. J'ai besoin, donc j'attire mes amis vers des propositions. Je suis toujours un peu celui qui dirige, celui qui veut proposer. J'étais aussi très content d'avoir cette étiquette, ce rôle-là. Je sentais que j'étais vu. Mon cerveau associe très rapidement l'alcool aux choses et une fois faite sous alcool, je suis incapable de les faire sans. Donc au début c'est les soirées, mais ensuite ça touche certaines passions comme le foot, où j'ai l'impression au début qu'avec une bière avant de jouer, ça va me permettre de jouer mieux. Mais les doses commencent à s'accentuer. Ça passe à 2, puis 3 canettes, puis je monte en grade, je dois prendre des canettes de plus en plus fortes. C'est aussi vrai pour mes relations amoureuses. Lors de ma première fois, mon premier acte sexuel, qui est arrivé à l'âge de 19 ans, et elle avait déjà couché avec d'autres mecs, donc mon profil anxieux a refait surface et je me suis dit mais comment je vais faire en fait? J'ai bu une bouteille de vin avant de la voir et puis on a bu ensemble et j'ai réussi à passer à l'acte et j'ai associé l'alcool à la sexualité. Encore une fois, je n'ai plus jamais su coucher avec une fille sobre. Et puis il est arrivé un drame dans ma vie à 19 ans qui est le décès très brutal de mon père, un arrêt cardiaque alors qu'il était absolument pas malade, il était en pleine santé et ça a été un choc brutal pour toute notre famille. Je bois pour anesthésier. Je fais face à des émotions très indésirables, j'ai pas envie de ressentir ça, donc j'utilise l'alcool comme un anxiolytique, comme un médicament. Papa, lui, c'était les règles à la maison, c'était la figure autoritaire de la famille. Et donc lui, plus là, j'ai cette impression que que je vais atteindre enfin la liberté tant chérie. Et c'est l'alcool qui va m'apporter cette liberté de faire ce que je veux, de dire ce que je veux, de sortir quand je veux. Donc à partir de 19 ans, l'alcool commence à avoir des impacts vraiment négatifs dans ma vie. Ma maman qui commence à s'inquiéter, mais je l'envoie chier. Je lui dis que justement c'est elle qui sait pas faire la fête, que c'est nous on détient les nouvelles règles. Puis au bout d'un moment c'est mes potes qui s'inquiètent, qui me disent mais qu'est-ce que tu fais? On en a un peu marre de subir tes comportements. Ben, je fuis, donc je commence à m'absenter, je commence à boire tout seul, je commence à m'isoler dans des parcs avec mes bouteilles.
à boire tout seul dans ma chambre, à garder des bouteilles cachées dans des tiroirs. Mais je suis encore dans le déni où j'ai l'impression que je suis juste jeune, que je ne peux pas être atteint par cette maladie, que ça concerne les sans-abri, que ça concerne les vieux cons dénués de volonté, et donc certainement pas pour moi qui suis au-dessus de tout ça. Et il y a un tel orgueil dans l'alcoolisme, il y a un tel déni qui m'empêche de me regarder dans une glace, et je finis déscolarisé parce que je ne vais plus en cours. L'alcoolisme a détruit mon parcours étudiant et scolaire. J'ai eu des désirs de fuite, donc je suis parti un peu à Marseille, je suis parti à Dakar dans cette recherche de nouveautés ou peut-être de fuir mes problèmes. Sauf que l'alcool me rattrapait très vite. Je buvais tout seul dès le matin, je buvais pour supprimer mes tremblements, je buvais pour supprimer mes gueules de bois. J'avais une consommation très morbide et j'étais en incapacité d'être en connexion avec l'autre parce que j'étais ivre-mort la plupart du temps. Je me souviens de nuits dans des hôtels ou sur des canapés ou même parfois dans la rue où j'étais tout seul avec mes canettes, en train de pleurer parce que je me sentais seul. L'alcool nourrissait mes angoisses, l'alcool nourrissait le mal-être. Et c'était de pire en pire. À 22 ans, mes amis et ma famille commencent vraiment à insister sur la problématique alcool. Donc j'essaye de leur montrer que je sais me contrôler. Et donc je m'engage de temps en temps dans des périodes d'abstinence ou des périodes de contrôle où j'essaye de soit me limiter à un certain nombre de verres ou de me limiter à la bière. Ça marche le temps de X soirées, mais ça finit toujours par déraper. Et on décide de faire un before une fois et je me contrôle, je suis content. Et mes promesses d'alcoolique, elles tiennent pas. C'est-à-dire que dans le noir, mes potes ne sont plus là pour me surveiller, donc je commence à faire des allers-retours entre le bar et les enceintes. Je finis ivre-mort. Un homme m'accoste et me tend un whisky coca, ce que je considère à l'époque comme une dose gratuite. C'est le Saint Graal. J'accepte ce verre et je discute poliment avec cet homme. Et ensuite, je perds le total contrôle de mon corps. J'ai des flashs de ce qui arrive ensuite, mais j'ai des flashs avec lui dans le taxi, nu sur son lit, et il me viole. Ça a été tellement lourd à porter que, en fait, il y avait tellement de mal-être qui était là, que je suis allé au petit matin en courant sonner chez maman, et je suis allé la réveiller, et je me suis assis au pied de son lit et je lui ai dit, parce que je ne pouvais pas porter tout ça et j'étais un enfant dans l'incompréhension de ce qui s'était passé. J'avais besoin de dire. Et je pense que ça a été une des premières fois que j'ai dit les choses. Donc après, on est allé voir des psychiatres, des médecins pour ce drame-là, mais aussi pour dépression et pour les autres drames que j'avais pu vivre. Mais je ne parlais pas encore trop de ma consommation. J'étais sous anxiolytiques, sous médocs, antidépresseurs, somnifères. Et je mélangeais tout ça avec de l'alcool. Je me souviens de mes potes qui s'inquiétaient, qui me disaient « Mais attention, c'est peut-être dangereux de mélanger tout ça ». Je leur répondais que j'allais être le seul. Encore dans cet orgueil démesuré d'être le seul à qui ça ne va pas arriver. Ça a été un cocktail explosif qui a accentué la dépression. Parce qu'il faut savoir que l'alcool est un dépresseur et je ne pouvais pas voir ou je ne voulais pas voir que c'était le problème, que c'était pas ma dépression ou les autres drames, c'était le problème principal, c'était ma consommation d'alcool. Et la véritable prise de conscience a été à l'âge de 24 ans, lors de cette ultime cuite qui est tellement monstrueuse dans le sens qu'on peut y mettre parce que je me souviens pas, c'est un blackout. Et j'ai appris plus tard que les gens présents à la soirée avaient agité une canette de bière devant mes yeux pour m'attirer jusqu'à mon lit. Et cette scène, elle est monstrueuse en fait. Parce que il faut agiter de l'alcool de mon visage pour me faire mettre un pied devant l'autre. Donc je passe 48 heures dans le lit, à grelotter, à être incapable de me nourrir parce que je suis trop épuisé pour aller me réchauffer un plat dans le micro-ondes. Et j'ai des idées noires, parce qu'au bout d'un moment, quand on en souffre, on ne sait plus comment s'extirper de cette merde. Et je crois que j'ai plus envie de vivre. Elle est où ma putain de place dans ce monde? Elle est où? Comment m'extirper de cette souffrance? Et là, il y a à nouveau maman qui est là, qui, pour la première fois, ne me juge pas, ne me fait pas de leçon de morale. Et elle me dit, Baptiste, est-ce que tu as songé aux alcooliques anonymes?
Et ça a été le début de ma reconstruction. Je me suis assis au dernier rang, j'ai écouté. Et je pense que ça faisait depuis Londres que je ne m'étais pas senti à ma place. Je voyais des gens qui avaient 5 ans, 10 ans d'abstinence et ils allaient bien, ils allaient mieux. Et donc je me suis dit, mais en fait c'est accessible. Et donc, si j'arrive à m'identifier à eux, peut-être que moi je peux mettre en place des choses pour moi aussi choisir la vie. Mes 3 premiers mois, ils ont été infernaux, dans le brouillard, en gueule de bois, comme si j'avais bu. Et je me disais, mais à quoi ça sert ? L'alcool m'apaise instantanément, je choisis une autre voie et c'est infernal. J'avais tellement éduqué mon cerveau à cette instantanéité que je refusais la patience, je refusais d'accepter le processus de rétablissement. Et ce qui a été difficile aussi, ça a été de me sentir inclus, d'appartenir en fait, d'exister dans cette société sans alcool. Je me sens tellement minable d'avoir mon coca, d'avoir mon eau gazeuse, alors que d'autres boivent de l'alcool. J'ai des phrases qui sont très agressives de la part de serveurs qui me questionnent, qui me demandent pourquoi, et j'ai trouvé ça très difficile que l'alcool soit la seule drogue pour laquelle on doit se justifier de ne pas en prendre. Aujourd'hui, je vois clairement que l'alcool, certes, anesthésiait de la souffrance, mais anesthésiait aussi toutes mes joies, ça anesthésie tout. Et de découvrir que je peux vivre sans masque, sans filtre, et d'exprimer pleinement mon hypersensibilité et d'être de plus en plus à l'aise avec ça. Je suis davantage dans l'équilibre et dans la paix intérieure. Ça fait plus de 8 ans que j'ai pas pris le goût d'alcool. J'ai mis longtemps à en être fier, même si parfois j'ai des envies de boire. Parfois, ça me vient. Quand je me sens seul ou quand il y a une émotion qui vient que je ne sais pas gérer, j'ai des envies de boire. J'accepte ces envies. La chose importante, c'est ce que j'en fais. Et ce que j'en fais, c'est que je dis non. Je la repousse et je ne regrette absolument pas. J'ai pas envie de réintégrer l'alcool dans ma vie. Aujourd'hui, c'est mon métier d'accompagner les personnes qui souffrent d'addiction. J'ai été formé en tant que patient expert en addictologie et ça donne tellement sens à ma vie. J'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « D'avoir trop trinqué, ma vie s'est arrêtée ». Un livre coécrit avec Judith Lossman, qui est aussi ma thérapeute. Et ce livre, c'est mon socle. Ça a été ce qui me donne les mots pour vous parler aujourd'hui. Avant, j'avais pas les mots. Et en fait, ce livre, c'est ce qui m'amène à choisir cette voie dans l'accompagnement et d'être heureux. Prenons conscience des risques. Demandons-nous pourquoi je bois. Demandons-nous quel est mon rapport à l'alcool. Qu'est-ce que j'essaye de chercher dans l'alcool? Est-ce que ce sont les effets? Est-ce que c'est le goût? Est-ce que ça a des impacts négatifs? Est-ce que ça me permet d'être quelqu'un d'autre? Parce que moi, j'ai bu parce que je ne m'aimais pas. Je ne m'aimais pas suffisamment sobre, je voulais être un autre. Donc j'ai mis des masques dans l'alcool. Osons demander de l'aide, c'est ce qui m'a sauvé. Je trouve qu'il n'y a rien de plus courageux au monde finalement que d'oser demander de l'aide.